Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Caribe ce soir pour cette soirée spéciale Gabriel Witkop, grâce au Vampire Actif et grâce aux litanies pour une amende funèbre. Donc on est très heureux d'accueillir Karine Knud Oui, c'est ça. du Vampire Actif et Nicolas de de l'écluse. l'Écluse pour échanger autour de Gabriel Witkop en général et de cette œuvre-là en particulier. Et Frédéric Feloff nous fait la gentillesse de lire quelques extraits à certains moments choisis ou complètement aléatoires, on verra, de la soirée. Donc en tout cas, moi ça me fait très plaisir. Gabriel Witkop, c'est un écrivain que je, enfin une écrivaine, Un écrivain. une autrice, un écrivain, oui, et d'ailleurs un écrivain puisque effectivement, Ouais. c'est vrai, un écrivain. Et que j'ai découvert très récemment. Je fais partie des 10 personnes qui ne connaissaient pas Gabriel Witkop. C'est toujours chouette. Moi, j'adore, à 50 ans passés, de continuer à découvrir comme ça des écrivains majeurs, et parce que ça fait plaisir, quoi. Voilà, donc je suis très content de le découvrir. Moi, c'est en grande partie grâce à Romain Verger qui est là, hein, il faut bien le dire. Parce que Romain Verger, à chaque fois qu'il est venu dans cette librairie, il glissait un mot pour dire à quel point Gabriel Witkop c'est fabuleux, c'est important et c'est intéressant. Et il avait raison. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, quand le Vampire Actif, qui est une maison assez particulière, mais dont on va parler tout à l'heure, et on aime beaucoup en fait de nombreux textes qui ont été euh, sortis, donc parfois de l'oubli, parfois tout simplement qui n'existaient pas jusque-là ces dernières années. Il y a vraiment de très très belles choses. Et quand effectivement on a su voilà, qu'il y avait cette réédition d'un texte qui est sorti il y a 40 ans pour la première fois, qui était épuisé, introuvable depuis très très longtemps. Alors, il y a peut-être des histoires de droit, vous nous raconterez ça, enfin si c'est pas trop terrible. Mais en tout cas qu'ils reviennent, et en plus sous une forme, enfin, vous avez dû avoir le livre dans les mains, ou en tout cas vous pourrez le regarder, dans une forme qui est assez magnifique, avec des illustrations et des collages dont on parlera tout à l'heure, qui vraiment amènent à quelque chose et font résonner le texte d'une façon assez particulière. Donc vraiment, c'est un beau moment d'édition et de littérature, et je suis très content que ce soit ici ce soir. Donc, alors ce soir, c'est sûrement pas moi qui parlerai de beaucoup de Gabriel Witkop, puisque comme certains d'entre vous, je la découvre. Mais donc, je comptais donc sur Nicolas de l'Écluse pour nous parler un peu de Gabriel Witkop, de voilà, qui c'est, qu'est-ce qu'elle a écrit, comment, pourquoi. Pourquoi Voilà. Donc merci à vous d'être là ce soir. Donc présenter Gabrielle Witkop, c'est toujours un peu compliqué. D'une part par le rapport que j'ai avec elle, qui est un rapport affectueux et amical qui s'est construit avec le temps. Je me rappelle toujours qu'elle m'a interdit d'écrire toute biographie sur elle. Elle me l'a fait promettre, et donc voilà, je respecterai cette décision. Je pense qu'il ne faut jamais oublier, quand on lit les interviews de Gabrielle, elle en a fait beaucoup, étalées sur le temps, et notamment après son retour devant l'éclairage public en 2001. Il ne faut jamais oublier que Gabrielle est une femme qui aime inventer, elle aime beaucoup l'imaginaire, et que voilà, je pense qu'il faut savoir lire entre les lignes et comprendre que derrière tout cela, il y a aussi une vie littéraire qu'elle s'est créée. Donc je pense qu'il faut avancer très prudemment dans l'existence de Gabrielle. Je me suis moi-même heurté à des murs solidement érigés de sa part pour ne pas pénétrer trop intimement dans sa vie. Alors, de ce que l'on peut savoir, de ce qu'elle a pu dire et de ce qu'elle a révélé, elle est née en 1920, le 27 mai 1920. Elle est née à Nantes. Elle a été élevée par un père qu'elle adulait, Octave Ménardeau, qui l'a laissée tout à fait libre de ses lectures. Elle a pu découvrir ce qu'elle voulait dans la bibliothèque paternelle. Elle ne s'en est pas privée, et rapidement elle s'est portée vers des littératures en rapport avec le siècle des Lumières, qui était quand même son siècle d'élection. Elle vivait au XVIIIe siècle, je pense, jusqu'à la fin de sa vie. Elle vibrait avec cet univers-là. Elle était en résonance vraiment avec ses penseurs, avec ses écrivains, et surtout avec le styliste par excellence qu'était le marquis de Sade. On a beaucoup parlé du fait qu'elle se définissait elle-même
comme la petite fille du marquis de Sade, elle se plaisait à en jouer en tout cas. Elle l'admirait profondément pour son style, et je pense que c'était un des enjeux essentiels de son écriture, a toujours été d'être à la hauteur, hein, de cette lumière noire qui émanait du marquis de Sade. Alors elle a publié finalement tardivement Le Nécrophile, qui est son œuvre première, qui date de 1972, une année qui nous tient à cœur. C'est un roman tardif. Elle a écrit bien avant, elle a écrit très jeune, mais elle considérait que tout cela ne valait rien. Elle a beaucoup détruit et elle a conservé ce texte-là pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pense qu'elle considérait qu'elle avait atteint un objectif littéraire qui était à la hauteur de ses exigences personnelles. D'autre part parce que c'était un cadeau. C'est un livre qu'elle a offert et dédicacé à Christopher, donc le fameux C qui apparaîtra dans La mort de C. Je pense que c'est un homme qui l'a profondément marqué. C'est un ami et une rencontre qui ont beaucoup compté dans sa vie. Et voilà, c'était le cadeau qu'elle lui faisait, d'une thématique que même le marquis de Sade avait eu des scrupules à traiter. Et donc, ouais, la nécrophilie est apparue en 1972 chez Régine Deforge, frappée des 3 interdits, on le rappelle, et le livre a connu une carrière un peu chaotique. Il a été réédité ensuite en 91. Et ça reste vraiment l'œuvre maîtresse, le livre culte quand on parle de Gabrielle. Elle a poursuivi son écriture. La première dédicace à Christopher dans Le Nécrophile, c'était Assez, qui tombera dans la mort comme Narcisse dans son image, qu'elle a transformé ensuite en qui est tombé dans la mort comme Narcisse dans son image, puisqu'en 1973, elle apprend de manière indirecte la mort de Christopher dans des conditions terribles, tragiques, qu'elle va décider de raconter, ou plutôt d'inventer, dans son texte La mort de C. C'est un texte qui lui tenait vraiment à cœur, celui-là, parce qu'elle y avait mis beaucoup d'elle-même. Un texte qu'elle me disait toujours avoir écrit avec le sang du cœur, qui est un texte qui, moi, continue de me toucher énormément, parce qu'on y voit sous une forme qui est totalement maîtrisée chez Gabrielle, avec ce refus de s'épancher, de parler de soi et de montrer ses sentiments. On y sent pourtant derrière l'écriture une vibration permanente et un don, vraiment. C'est un tombeau élevé à la mémoire de Christopher, un cadeau à nouveau pour lui, et pour rappeler sa mémoire, et en même temps toute cette invention qui se met en branle avec ce coup qui va causer la mort du personnage, mais qu'elle ne cesse de répéter éternellement dans un geste qu'à mon avis elle aura eu jusqu'à la fin de sa vie, cette mort accidentelle de cet homme. Voilà. Ensuite, l'écriture se poursuivra de manière plus ou moins aléatoire chez des éditeurs très différents. C'est toujours un peu compliqué d'éditer Gabrielle, et elle changera régulièrement d'éditeur. Les œuvres seront publiées à peu près jusqu'en 95. Et c'est le moment où elle s'éclipse de la scène littéraire, où elle vit en Allemagne depuis quelques années. Je ne parle pas trop de sa vie personnelle, elle en a beaucoup parlé. Elle a épousé un déserteur de l'armée allemande, Justus Witkop, avec lequel elle est partie en Allemagne, à un moment où c'était quand même assez compliqué. Elle s'est installée là-bas, ils ont vécu à Badenbourg, ils ont ensuite, ils ont vécu ensemble, une sorte de communauté d'esprit, beaucoup plus qu'autre chose. Il était homosexuel, elle était lesbienne, chacun vivait ses aventures à sa manière. Il y avait 20 ans d'écart entre les deux, et il est mort prématurément, il s'est suicidé sur les conseils de Gabrielle, qui l'incitait effectivement à mettre fin à une existence qu'elle considérait comme indigne, vu la maladie qu'il frappait, la maladie de Parkinson qui avait considérablement diminué cet homme. Et elle ne voulait pas le voir comme ça, et elle ne voulait pas surtout qu'il se survive de cette manière-là, ce qu'il a fini par entendre, et dont elle parle de manière très fugitive dans un très beau texte, Hemlock, où elle raconte, entre 3 histoires d'empoisonneuses et de criminels, sa propre histoire d'amour avec Justus, et son propre cheminement vers un appel à la disparition et à la mort. Alors en 95, elle disparaît un peu de la scène littéraire, et elle reviendra tardivement en 2001 sous les feux de la rampe, avec la rencontre avec les éditions Verticales, qui vont s'emparer de son œuvre, republier activement Gabrielle. Bernard Wallet, qui est le directeur à cette époque-là des éditions Verticales, est très heureux et très ému de découvrir Gabrielle à nouveau. Il l'avait lu en 72, il avait été très impressionné par Le Nécrophile,
Il la croyait morte, peut-être comme beaucoup, elle ne l'était pas, et il va à ce moment-là décider de la republier. Et elle tenait absolument à ce parcours éditorial, à être dans une maison qui lui soit fidèle et qui la publie jusqu'à la fin. Voilà. Malheureusement, ça arrive en 2001 et la maladie va la rattraper en 2002. Un cancer se redéclare, elle était en rémission et elle meurt le 22 décembre 2002. Alors moi, je tiens personnellement à rappeler qu'elle n'est pas morte de sa main, même si c'est ce qu'on raconte et ce qui circule. Hein. En tout cas, moi, les informations qui m'ont été données à l'époque, c'est qu'elle est morte de sa mort naturelle, qu'elle s'est battue avec la Camarde, qu'elle a attendu jusqu'à la fin que celle-ci vienne la saisir, et que jamais elle n'a œuvré à sa propre disparition, même si c'était un credo essentiel chez elle, et qu'à aucun moment elle ne se serait laissée vivre indignement ou en dessous de ce qu'elle attendait pour elle-même. Quand elle est sortie de l'hôpital en décembre 2002, elle devait rentrer chez elle, et elle était avec une bouteille d'oxygène, et elle m'avait dit ça, non, c'est pas possible, je ne veux pas de cette vie-là, ça ne durera plus longtemps. Et effectivement, ce fut le cas. Voilà. Et ensuite, plusieurs œuvres ont pu reparaître de manière posthume, notamment La Marchande d'enfants, qui était un texte qui lui tenait beaucoup à cœur, qui était prévu chez Patrice Thierry, éditeur, et qu'elle malheureusement elle n'aura pas pu voir, dont elle redoutait qu'il puisse l'emmener en prison, elle en était persuadée, elle se voyait déjà coucher sur la paille et devoir mourir de faim dans une prison française. Bernard et moi avions essayé de la rassurer et elle avait fini par donner son accord à ce que le livre paraisse. C'est un texte très violent, La Marchande d'enfants, mais extrêmement beau aussi dans son écriture, comme toujours chez Gabriel, ce mélange des genres. Et voilà, et donc il y avait ces fameuses litanies pour une amante funèbre qui attendaient patiemment leur reparution, et elles sont parues initialement en 77, et il fallait que Karine intervienne avec Le Vampire actif pour qu'elles reparaissent aujourd'hui. Voilà, je pense avoir dressé un portrait un peu plus complet. Ouais, c'est un beau panorama. On reparlera de toute façon, mais alors peut-être un petit extrait en fait avant de comment le texte est arrivé jusqu'à nous. Voilà. Parce que, Comme ça, tu dis? Ouais, très bien. Quand je serai. Quand je serai la longue chrysalide gisant dans les caves d'un hôpital, quand mon front sera d'opale, ma chevelure sèche et noyée, mon corps une corne creuse, où mugiront les tritons de la mort, mes doigts d'os gantés de cuir mou, mes yeux de chaux, astéries torturés, quand ma gorge sera gonflée d'algues de peau, et mon cerveau une huître corrompue, où garderai-je l'or et l'encens de tes seins, où l'ultime écho de ton nom? bien choisi. Donc ce recueil de poésie, de Litanie pour une amante funèbre, qui rassemble 31 textes poétiques. 31 poèmes. Donc comment est-ce qu'il est venu dans le paysage? Donc c'est un ensemble de 31 textes poétiques, donc qui sont des textes qui sont parus initialement en 1977 chez un éditeur italien nommé Segna, et qui étaient initialement accompagnés de photographies d'Irina Ionesco. Donc c'est un ensemble un peu étrange avec des espèces de frises autour des textes, un objet qui apparu à cette époque et qu'on ne trouvait plus du tout aujourd'hui depuis très longtemps, même dans des marchés de seconde main. Je crois d'ailleurs que le dernier exemplaire qui s'est vendu, c'est une galerie d'art qui s'en est emparée, qui s'est emparée de cette vente, et il a dû partir à 500 ou 600 euros, je crois. Alors, pour la petite histoire, moi personnellement, Gabriel Witkop, je l'ai rencontré par l'écriture en 2008, de façon complètement par hasard. À l'époque, je me souviens avoir lu un texte d'un premier roman d'un auteur qui s'appelle Jean-Baptiste Delamot, dont on a entendu parler récemment avec Règne animal, il a écrit d'autres choses entre-temps. Donc une éducation libertine que j'avais aimée, et en exergue de ce roman, il y avait une citation de Sérénissime Assassinat, et je me suis dit, j'ai aimé le roman, peut-être que je vais aimer ce qu'a écrit cette dame-là. Witkop, c'est un nom j'avais entendu, mais dont j'avais entendu parler, mais voilà, sans plus. Donc je suis allée fouinasser en bibliothèque
pour aller récupérer des titres. Et je me souviens, c'était les vacances de Toussaint en 2008, et j'ai lu, je crois, l'ensemble de ce que j'avais trouvé. Donc il y avait La Marchande d'enfants, il y avait Le Nécrophile, Les départs exemplaires, La mort de C, et puis Sérénissime Assassinat et Le sommeil de la raison. Et j'ai pris comme une espèce d'uppercut, vraiment. Je dis souvent, après avoir traversé ces textes, j'ai plus été la même après en tant que lectrice. Et j'ai eu très, très rapidement envie d'écrire en fait sur ces lectures que j'avais faites. À l'époque, la maison d'édition Le Vampire Actif, on a toujours un blog, qui n'est pas un blog de critique, j'aime pas bien ce mot parce qu'on n'est pas des critiques littéraires, on est plutôt des lecteurs, et puis on chronique, mon comparse Hugues et moi. Alors Hugues, c'est pas, voilà, il s'avère que mon comparse de la maison d'édition s'appelle Hugues aussi. On chroniquait régulièrement des lectures, des spectacles, etc. Puis on n'a plus trop le temps en ce moment, on va s'y remettre, mais bon. En 2008, donc je publie un article sur ces lectures que j'ai réalisées, et je ne sais plus comment je contacte Nicolas par des voies un peu bizarres, puisque je fais évidemment des recherches sur Internet, je tombe sur le blog qui parle de Gabriel Witkop, et je vois que ce blog est associé à une émission de radio qui s'appelle Palude, et je vois que sur l'émission Palude, il y a dans la blogroll déjà Le Vampire Actif, qui est le blog de la maison d'édition, qui était dans les favoris. Donc je prends contact avec ce monsieur à côté de moi, je lui explique, etc. Et on a eu des échanges pendant un petit moment autour de Gabriel, de comment j'avais vécu cette découverte. Et puis au fil des mois, au fil des années, ce recueil, Litanie pour une amante funèbre, à plusieurs reprises, je dis Nicolas, mais pourquoi ça reparaît pas, mais il faudrait, etc. À plusieurs reprises, je me souviens lui avoir dit, mais tu sais, on est là, peut-être. Je pense qu'il n'avait pas entendu à cette période. Et puis moi, j'ai lâché l'affaire très vite en me disant, non, mais c'est pas possible qu'un jour on me propose de m'emparer de ce recueil. Ce serait tellement extraordinaire. Et puis récemment, donc c'était en novembre dernier, par un hasard complètement là aussi assez délirant, j'ai une amie qui publie sur le réseau social Facebook une photo de Gabriel Witkop et qui me dit, écoute, je ne sais pas qui est l'auteur de cette photographie, est-ce que toi tu sais? Il me semble que c'est peut-être Irina Ionesco, je demande à Nicolas, et puis les choses se sont enchaînées de cette façon, on a reparlé de ce recueil et je lui ai redit pour la 3e ou 4e fois, tu sais, on est là. Et j'ai entendu. Et là, il a entendu, et c'est moi après qui me suis dit non, je suis en plein rêve, c'est pas possible. Donc les choses se sont enchaînées de manière assez rapide. Donc le fichier, tu m'as envoyé le fichier, j'ai lu le texte, j'ai été complètement bouleversée par ce que j'ai lu, et parce que aussi Litanie pour une amante funèbre, enfin. Je trouve que ça synthétise tout ce qu'elle a pu déployer en termes de thématiques, de poésie aussi dans La mort de C, dans Le Nécrophile et dans tous ces textes romanesques. Et donc on a fait le pari complètement dingue de se dire ce qui serait chouette, 2017 c'est les 40 ans du recueil, c'est qu'il puisse sortir le 27 mai 2017 pour les 97 ans de Gabriel. Sachant que c'est quelqu'un qui était très sensible aux symboles, aux chiffres, etc. On a commencé à travailler sur le texte en novembre, publié un texte en mai, en étant une petite maison d'édition, on a tous un travail à côté, ça semblait complètement fou. Il s'avère que dans notre équipe l'équipe du Vampire Actif, on est 2 têtes pensantes effectivement, mais on a des membres qui nous soutiennent, qui font des choses aussi pour nous et sur qui on a pu compter, entre autres, lorsqu'on a eu le projet de publier ce texte avec des illustrations. Alors, on n'avait pas envie de republier le texte avec les images de Irina Ionesco pour des raisons de droit, ça nous aurait coûté la peau des fesses. Et pour des raisons witkopiennes, que Gabriel ne voulait plus entendre parler des photographies d'Irina Ionesco. Donc il était clair que le texte ne pouvait pas reparaître dans les mêmes conditions. Mais il fallait des illustrations. Voilà, ça nous apparaissait évident que le texte
devait entretenir un dialogue avec un matériel iconographique. Alors, on ne savait pas trop comment se débrouiller avec ça. C'est peut-être l'occasion de rappeler que Gabrielle Witkop dessinait beaucoup, photographiait énormément, et que donc elle faisait des collages personnels, enfin qu'elle a fait tout au long de sa vie, le plus longtemps possible. Elle avait une vue très affaiblie sur la fin de son existence, donc ça devenait vraiment compliqué. Elle écrivait à l'aveugle, hein, les courriers que je recevais étaient des courriers qu'elle écrivait sans les voir, mais elle a une œuvre graphique très importante, vraiment. Dans les ouvrages illustrés qu'on connaît d'elle. Alors, il y a quelques dessins dans l'Almanach perpétuel des Harpies. Et puis, il y a un superbe ouvrage, tu vas me rappeler l'éditeur, sur l'abbé Choisy. Les nouveaux mémoires de l'abbé de Choisy chez Yvon Lambert. Qui comporte un certain nombre de collages qu'elle a réalisés. Donc c'est posé la question de l'illustration. Donc on a beaucoup échangé avec Nicolas, et puis on a à un moment donné eu l'idée de s'emparer de dessins que Gabrielle avait offerts à Nicolas, en se disant ça va être possible, on a des choses intéressantes. On s'est trouvé très rapidement confronté à des problèmes de droit, puisque Nicolas est ayant droit sur le texte. Je suis l'héritier littéraire, voilà, en fait, de Gabrielle Witkop, mais exclusivement héritier littéraire. Elle a un héritier officiel qui a tout le reste. Voilà. Et c'est lui qui peut donner ou pas son accord sur toute publication commerciale des dessins, des photographies, même celles que je possède moi en mon nom propre. On aurait dû demander son accord. Et nous sommes un peu en froid, ce monsieur et moi, donc ça paraissait très compliqué de mettre ça en place. Voilà, et... Karine n'avait pas dit son dernier mot. Non, Nicolas surtout n'avait pas non plus dit son dernier mot. Je parle du... Oui, on va parler des collages, comment tu as retrouvé. Donc en fait, le problème, c'était que je suis héritier littéraire, et donc il fallait un ouvrage littéraire dans lequel se trouvaient des illustrations. Et ce livre-là, qui s'appelle Madeleine, est un ensemble de collages de Gabrielle qu'elle m'a montré vraiment à la toute fin de sa vie, alors qu'elle était déjà très affaiblie par le cancer, et je pense qu'elle sentait que la mort approchait. Entre le mois, je suis allé la voir au mois d'août 2002 pour la dernière fois, et entre le mois d'août et le mois de décembre, elle m'a envoyé énormément de choses. Je recevais des courriers très réguliers de Gabrielle, on s'appelait pratiquement tous les 2 jours, mais ce moment-là, ça s'est vraiment accéléré, elle m'envoyait des enveloppes immenses, avec des photographies, avec des collages, avec des dessins. Je pense qu'elle sentait l'urgence de me faire parvenir le maximum de choses. Et cet objet-là m'avait été présenté en août. Elle m'avait dit, voilà, ça, Nicolas, ce sera pour vous, on se vous voyait, hein, après ma mort, et elle l'avait dit à l'héritier en sa présence, cet objet-là, même si ce n'est pas au sens strict une œuvre littéraire, sera pour Nicolas. Et du coup, comme il fait partie du testament, il fait partie officiellement de ce que j'ai reçu, j'en ai l'usage absolu. Et il contient 22 collages qui racontent la vie de la pauvre Madeleine, une pécheresse qui va souffrir d'atroces tourments, vous vous en rendez compte en regardant les collages, hein, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, et même après. Et dans ce volume, 22 collages accompagnés de 22 textes très courts qui racontent une histoire, on a décidé de sélectionner uniquement les collages. Voilà, il vous manque l'histoire, à vous de l'imaginer. Gabrielle aurait adoré ça, hein. L'imagination est essentielle. Et on a sélectionné 22 collages qui nous paraissaient raisonner ou répondre le mieux possible à ce que les poèmes pouvaient exprimer, sans non plus vouloir en faire uniquement des illustrations des textes, ce qui était le cas des photographies d'Irina Ionesco, qui sont purement illustratives de ce que les poèmes peuvent exprimer. Là, on était vraiment dans une autre dimension de l'illustration. Oui, puisque l'idée c'était que l'illustration prolonge, oui, ou en tout cas tourne le prisme éclair par rapport à ce des que... formes, ou des formes, voilà, ce que pouvait dire le texte. Alors, donc 22 collages, mais parmi lesquels on en a pioché 8, hein, c'est ça. Et c'est là où est intervenu le travail de la graphiste Valérie, à qui on a confié l'objet et à qui on a soumis cette idée de il faut que les collages ne soient pas que des illustrations. Donc c'est elle, hein, qui est à l'origine de la mise en page que vous avez aujourd'hui dans le
c'est elle qui est à l'origine de la mise en page que vous avez dans ce livre qui existe maintenant. Elle a même fait un travail, je vous montre juste, elle a fait le choix d'isoler sur certains collages comme celui-ci, des bandes qui reprennent des détails. On se focalise sur un élément, comme d'ailleurs les textes poétiques se focalisent parfois sur un détail en particulier. Donc il y a vraiment un travail raisonné de correspondance effectivement entre ce que disent les textes et ce que disent les collages. Alors, tu disais que Gabriel aimait bien qu'on reconstruise les choses. C'est quelqu'un qui adorait laisser en suspens des énigmes et qui adorait justement constituer un peu le viscère du haut. Hein. C'est comme ça qu'elle parlait du cerveau d'ailleurs. Et en travaillant sur ces collages, alors Nicolas et moi, on joue pas du tout aux cartes. Hein. Alors, donc on n'avait absolument rien vu de particulier lorsqu'on a regardé ces compositions. Et puis notre graphiste Valérie, qui joue beaucoup au tarot, m'appelle un soir en transe, hein, on peut le dire comme ça, en me disant mais il y a des mentions au crayon de bois sous les collages qui ont été scannés. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser. A priori, si je prends les arcanes du tarot de Marseille et je les compare avec ce que Gabrielle a fait, parce qu'elle a numéroté ses collages, il y a des choses qui correspondent. Alors elle les a décalées, elle a ôté des choses, etc. 21 plus l'excuse. Et donc j'en parle à Nicolas. Peut-être. Voilà, peut-être. Donc on reprend ensemble les 22 collages et on se rend compte effectivement qu'il y a eu une volonté manifeste de la part de Gabrielle de créer en fait une espèce de tarot, puisqu'elle avait même l'œil de la divination qui lui n'était pas numéroté et qui aurait correspondu à... Et on était très heureux d'avoir découvert... alors on ne sait pas si elle l'a voulu, enfin en tout cas il y a des éléments tangibles qui nous font dire que elle a réalisé un jeu de tarot. Alors quand on met ça en écho avec les textes de litanie, on a un surplus de sens en fait qui émane des textes. Et c'est d'autant plus troublant que ces collages ont été réalisés la même année que l'écriture de litanie pour une amende funèbre. Enfin, le texte sur Marie-Madeleine et ses collages. Donc, il y a vraiment des effets de résonance très intéressants, très perturbants aussi entre ces deux productions. Donc, on trouvait intéressant de ce texte, en fait, le projet tel qu'elle l'a conçu, hein, dis-moi si je me trompe Nicolas, elle avait l'idée sur ces collages de faire apparaître par un système de calque des textes écrits de sa main. Oui. Bon, le projet, enfin le livre tel qu'elle l'a pensé ne pourra évidemment pas se réaliser puisqu'elle n'est plus là. Et elle n'avait écrit que la première des 22 stations de la vie de Madeleine, donc j'ai les 22 collages évidemment finalisés, j'ai le calque de la première image avec le texte écrit par Gabrielle de sa plume, mais je n'ai pas les 21 autres. Donc, et jamais on arrivera à imiter ce qu'elle avait même en tête au niveau de la disposition sur la page. Enfin, tout devait être conçu pour faire objet artistique complet. On sent dans l'agencement de certains des collages qu'elle a laissé des blancs. Il y a des places qui sont réservées au texte qui devait se révéler justement sur le noir du... Je vais juste raisonner par ça. Enfin, Gabrielle aimait bien ce genre d'utiliser d'énigmes et de jeux. Et, je vais juste rebondir sur Chaque jour est un arbre qui tombe, par exemple, qui est un texte posthume de Gabrielle dont elle ne m'a jamais parlé. Et après sa mort, donc j'étais censé récupérer l'ensemble de ses archives littéraires et de sa bibliothèque. Et donc j'arrive chez elle, j'ai dormi dans son lit, dans sa chambre. C'est un espace assez particulier quand même, la chambre de Gabriel Witkop. Et donc j'avais voilà, toute possibilité de prendre ce dont j'avais besoin pour mon héritage. Et je suis tombé sur ce manuscrit
qui ne s'appelait pas Chaque jour est un arbre qui tombe. C'est ensuite Bernard Wallet qui a trouvé que le titre était plus accrocheur. Et ce livre, je suis persuadé que si je l'ai trouvé, c'est qu'elle l'avait laissé. Enfin, je connais trop bien Gabrielle et je vois ce qu'elle a fait de nombre d'archives, de son journal intime qu'elle a entièrement détruit avant sa mort, de la correspondance qu'elle a fait disparaître. Donc, si ce manuscrit était là, c'est qu'elle avait l'intention que je le trouve et que j'en fasse ou pas quelque chose. Voilà, mais c'est son jeu à elle de disposer un ensemble de pions et ensuite à nous ou pas d'en faire quelque chose. Et donc voilà, Madeleine devait à un moment ou à un autre peut-être rencontrer Litanie et je pense que ce genre de télescopage lui aurait beaucoup plu à elle aussi. Ouais, puis ce côté très joueur, moi, c'est des choses qui m'a frappé Oui. dans les départs exemplaires. Mm. Enfin, par exemple, Mm. parce que là, sur des formes courtes, Courtes, que sont les ouais. nouvelles, il y a vraiment ce côté machiavélique, mais vraiment de même dans quelque chose qui est soit pas du tout anodin, mais de trouver un niveau supplémentaire pour Mm. mettre du mystère et de l'énigme, mais au sens rébus, hein, presque. Que ce soit celle qui se passe dans la jungle malaise, qui est effectivement fascinante parce que personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Celle qui se passe dans un château rhénan, Ah oui. elle a un Idalia. côté Bien sûr, mystère de chambre close, Oui, mais oui. sauf qu'on vous pose toutes les cartes sur la table. En fait, on vous dit tout, et pourtant, il y a toute une partie qui est non dite, enfin, qui est complètement incroyable. Et même celle qui parle d'un auteur américain célèbre et un peu auteur maudit, et de ses derniers jours à Baltimore, est incroyable dans l'agencement des faux hasards, des fausses coïncidences et de l'inexorable en fait qui se produit. Je trouve qu'il y a vraiment un côté de mécanique de jeu Ça, avec ça. les jeux de miroir, les jeux de masques, alors on a ça poussé Dans à Sérénissime. l'extrême dans Sérénissime Assassinat où on est toujours à se demander de quel côté on se trouve et c'est vrai qu'il y a dans tous ces textes en fait. Parce que même dans La mort de C, elle reconstruit de manière obsessionnelle et litanique. Hein, parce que, alors justement, en litanie, moi, ça me fait penser aussi au fait que dans tous ces textes, sans exception, on a cet effet de répétition, de ressassement constant. Alors, soit parce que c'est l'anaphore qui est utilisé, soit c'est carrément des morceaux de paragraphes qui sont repris sur Idalia dans la tour, je crois qu'il y a ça. On se dit, mais ça, je l'ai déjà lu, mais non, en fait, parce que elle a fait un pas de côté et on voit les choses de manière complètement différente. Et ça, c'est absolument impressionnant parce que avec rien, on bascule dans une autre dimension, dans une autre perception de la réalité et c'est absolument fascinant. Il y a peut-être une exception dans ces textes, enfin, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas lu, mais je subodore que les cahiers d'Asie, c'est un peu différent. Enfin, et peut-être pas d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si tu verrais le système d'anaphore. Les carnets d'Asie sont un texte alors qu'elle a pu travailler avant sa mort. Elle a entièrement repris les carnets de voyage, puisque Gabrielle était une grande voyageuse. Elle travaillait pour la FA7. Elle a beaucoup écrit des récits culturels de ces différentes destinations. Et elle a énormément coupé. Hein, elle a beaucoup retravaillé le texte, mais c'est vrai que c'est une approche un peu différente. On est assez proche quand même de son expérience personnelle. Malgré tout, il y a quand même toujours ce filtre. Il y a cette distance, il y a le fait que c'est Gabrielle et en même temps c'est une Gabrielle reconstruite Oui, ouais. dans une certaine mesure. Donc c'est un jeu permanent chez elle de dissimulation et d'apparition, comme le joueur de Bunraku dans Sérénissime Assassinat, qui est là sans être là, qui est dans l'obscurité et qui en même temps manipule les marionnettes, et ce jeu un peu effectivement pervers qu'elle peut avoir parfois avec ses personnages en les regardant approcher la mort. Et ça, par contre, l'approche de la mort, c'est pour moi constant. Il y a une fascination et en même temps un effroi à l'idée de cette coupe définitive qui est au-dessus de chacun de nous et dont elle aime observer les variations et l'approche et la manière dont elle se répercute dans chacune des sensibilités qu'elle met en scène. Ce qui pour moi apparaît très nettement dans les poèmes. Est-ce que Frédéric, tu nous lirais un autre extrait? C'est difficile de les choisir parce qu'ils sont tous magnifiques. Faut bien. Au Père Lachaise. Les dames vampires, les empoisonneuses, les veuves qui ricanent sous le deuil, les suceuses d'eau et celles qui, dans leur mante, cachent les mains, celles dont la jupe porte une tache fraîche,
l'ami se grisant aux senteurs du lierre et dont le terreau mouille les reins, la goule transperçant l'impubère sur la griffe rouillée des couronnes, et, dahlia rouge au ventre, les assassinés qui reviennent entre les grilles, les orphelines aux paupières mauves, dardant la langue au vide crânien, inondant le granit des croix, les vieilles cracheuses d'hostie, les innommés, les innommables, les filles de Lilith, la lécheuse d'urine, les filles de Lilith, les filles de Lilith, toujours seront les grâces de ton jardin. J'ai trouvé assez fascinante ces poésies, et bien connaissant mal le Vicom, j'ai le sentiment, pardon, j'ai le sentiment voilà, que cette forme poétique qui est rare en fait dans l'œuvre, enfin, C'est l'unique c'est vraiment témoignage. ouais. et qu'elles ont une espèce je crois que tu l'as dit tout à l'heure, de puissance, de condensation. C'est que dans les plis en fait de ces vers libres, de ces litanies, de ces exordes pour certaines, de ces anathèmes pour d'autres. Enfin, il y a en fait les briques en fait de presque tous les romans sont présentes, alors que ça a été écrit très tôt, enfin parce que c'était en 77. 77. Oui. Enfin publié en tout cas. Donc, et je trouve ça très étonnant, enfin, et ça rejoint, il me semble, ce que vous disiez sur le jeu, sur la construction, sur le côté, ouais, de mettre des pièges en fait, un peu pour des pièges littéraires en fait, et que ça a un côté presque programmatique, je trouve les litanies, c'est que j'écrirai en fait le texte qui détaillera en fait plus tard le poème numéro 19. Enfin, et je trouve ça très fascinant d'arriver donc à s'auto-plagier par anticipation, comme dirait Pierre Bayard, et je trouve ça fabuleux, enfin qu'il y ait cette espèce de détermination à l'œuvre. C'est que en 77 j'écris un texte court, mais dans lequel je vais déployer ensuite tout ce que ça propose comme direction, comme situation, comme voilà, de faire des romans policiers, de faire des histoires de voyage, enfin, de rencontres terrifiantes, de faire des nouvelles, d'énigmes presque fantastiques et policières. Enfin, il y a quelque chose de vraiment fascinant dans ce texte. Oui, on a en germe les thématiques effectivement qu'on va retrouver. On a en germe les thématiques qu'on va retrouver de manière assez obsessionnelle dans son travail. On a le Bombix, on a la mouche bleue, on a le labyrinthe, par exemple, et j'en oublie évidemment, la mort molisse. Et c'est vrai que c'est assez du coup fascinant de faire le constat qu'à partir finalement de quelques pièces de départ, elle parvient à les déployer et à leur faire prendre des formes tout à fait surprenantes par la nouvelle, le roman, le carnet de voyage et le roman historique dans les Rajas Blancs, pardon. C'est moi ça me laisse sans voix. Donc, comme on sait qu'il fait chaud ce soir, enfin comme toute cette semaine, on va pas épuiser votre patience trop longtemps sous cette forme un peu académique. Donc de toute façon, ensuite n'hésitez pas à poursuivre la conversation et à profiter de la présence de personnes qui connaissent vraiment l'œuvre de Gabriel Witkop et un peu sous toutes ses facettes, hein, et qui, je pense, voilà, auront toujours plaisir à en parler avec vous. En tout cas, ce texte, vraiment, merci beaucoup pour l'avoir rendu possible, pour l'avoir rendu de nouveau possible, parce que c'est vraiment un ouvrage magnifique. Et alors, paradoxalement, ça pourrait faire sourire certains d'entre vous, parce qu'on va dire, bon, est-ce que Gabriel Witkop est vraiment quelque chose qu'on offre comme ça, un peu à ses amis ? En fait, oui, absolument. Elle disait elle-même, et bon, c'est vrai que comme le rappelait Nicolas Delécluse, elle aimait dans ses interviews à agiter parfois des leurres, et parce que le plaisir de l'imagination semble assez souverain, mais elle s'est définie plusieurs fois comme une joyeuse pessimiste, et je crois que c'est très vrai. C'est ce qu'elle était, oui. Et que donc offrir en fait la parole et l'écriture d'une joyeuse pessimiste, c'est quelque chose qui convient assez bien au temps que nous vivons, et donc il faut surtout pas hésiter, quoi.
Donc c'était une autre façon de dire achetez-en 5 ou 6 chacun. Oui, parce que là-dedans, qui est litanie pour une amende funèbre, mais il y a une espèce de pulsion de vie absolument incroyable. Vraiment, vraiment. Alors moi, je profite... Comment? Et la chatte de mon cousin adore. La chatte de ton cousin adore. Du coup, Mon chat aussi, mon chat nouvellement arrivé est très fan de Gabriel Witkop et de Litanie, entre autres. Et oui, donc si on a pu republier ce recueil, c'est aussi grâce à Nicolas qui nous a fait toute confiance. Donc je tiens à le remercier encore une fois ce soir en public parce que ça a été pour nous une aventure qui continue bien évidemment absolument incroyable et se dire qu'on fait partie maintenant des éditeurs qui ont publié Gabriel, c'est pas rien, quoi. Donc on est plutôt heureux. Merci Nicolas. Merci à toi. Et peut-être, alors, on va peut-être finir juste voilà, par une dernière parole de Gabriel Witkop, Voilà. pour conclure et pour la route jusqu'au buffet. Mais la terre. De mes doigts, les souvenirs tombent dans un vide vide. Coup de bec, la seconde me décharne. Voici que tout miroir m'oublie. Je perds les piastres de mon trésor, sème les lueurs de mon iris. Mon nom tremble dans les eaux. Gelé, les mots glissent, fil d'œuf. Et moi, pleur végétale, je coule puis sèche et me pétrifie. Enfin pierre ponce, enfin sans pesanteur et minéral. Je ne suis plus qui je fus, m'abandonne, dégorge dans l'éructation des volcans. Ma belle, je t'aurais aimé, dis-tu. Mes artères, coraux, le disent. Le diront peut-être, le diront dans 100 ans, dans 1000 ans, quand rien ne restera, mais la terre et la terre et la terre et la terre. Merci beaucoup. Merci à Carib de nous avoir accueillis pour pouvoir parler de notre harpie favorite. Merci à vous, vraiment, c'était un beau moment. Et donc, vous pouvez continuer donc, la discussion autour d'un verre ou plusieurs.